Ouverture du premier salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. La filière bétail-viande participe à 45% au PIB agricole et à 2% au PIB national. Nous reviendrons sur la pertinence de la tenue de ce salon dans quelques minutes. Le mercredi n'est plus un jour de repos pour les élèves du primaire. Dès la rentrée scolaire 2016-2017, ils iront 5 jours à l'école et ne se reposeront que 2 jours. Une décision du ministère de l'Éducation nationale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les Lions Stars de la Sierra Leone sont arrivés aujourd'hui à Bouaké. Les deux équipes vont s'affronter le 3 septembre dans cette ville du centre du pays lors de la dernière journée de la qualification pour la CAN 2017 au Gabon. Le Gabon qui bascule dans la violence après l'élection d'Ali Bongo, le ministre gabonais de l'Intérieur dénombre 1100 arrestations après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire et la SFI ont signé un mémorandum en vue d'intensifier les interventions de la société financière internationale dans le pays. Ce mémorandum a été signé par Daniel Kablan-Duncan et le directeur général de l'institution, Michel Digri. La signature de ce mémorandum donnera certainement un coup d'accélérateur à l'intervention en Côte d'Ivoire de la société financière internationale. Après les intentions d'investissement affichées en mai dernier lors du groupe consultatif de Paris, la SFI va passer très bientôt à la phase de matérialisation de ses promesses, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le transport et les mines, on va travailler sur le port des conteneurs, c'est très important. Les mines, on va envisager le financement de mines, mais non seulement les mines, l'exploitation de la mine, mais aussi toutes les petites et moyennes entreprises qui peuvent se développer au niveau de l'activité créée par cette activité minière. Je pense que c'est très important. Ainsi que, pourquoi pas, penser au développement de nouvelles zones industrielles, mais financées par le privé. Comme vous savez, en fait, d'une certaine façon, la Côte d'Ivoire est un peu victime de son succès, c'est-à-dire il y a une telle demande de nouveaux investissements qu'il n'y a plus de terrain. Donc il faudra viabiliser certaines zones industrielles pour que de nouveaux investisseurs puissent s'installer dans de bonnes conditions et commencer à travailler le plus vite possible. Travailler le plus vite possible pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement ivoirien. La société financière internationale, par la voix de son directeur général, s'engage à jouer pleinement sa partition dans le cadre du financement du plan national de développement 2016-2020. Le premier salon international de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes à Abidjan. Ce salon va permettre de résoudre les difficultés liées à l'insuffisance des structures d'abattage, de commercialisation du bétail et de la viande, de la persistance des conflits agriculteurs-éleveurs liés à la transhumance, à l'insuffisance de financement dans la filière. Sidonie Davila nous dit comment ce salon va accroître l'innovation, les investissements et les échanges commerciaux. Pendant 5 jours, c'est ici au Palais de la Culture de Trècheville que ces acteurs de la filière bétail et viande vont tenter de professionnaliser leur secteur. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur bétail-viande, important dans l'économie des pays ouest-africains, est considéré par le gouvernement ivoirien comme une source de croissance et l'un des moteurs du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Notre pays déploie d'immenses efforts en vue de lancer sa production de viande, de lait et de poisson, améliorant ainsi significativement son taux de couverture nationale en protéines animales. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la tenue du présent salon qui, à travers les panels et autres manifestations, devrait permettre de débattre des questions pertinentes inhérentes à la filière bétail et viande, tant au niveau donc de chaque pays qu'au niveau sous-régional, et dégager les grandes lignes d'action pour promouvoir l'investissement dans ce secteur. Au plan social, la filière bétail-viande contribue en Afrique de l'Ouest à l'éradication de la pauvreté et de la faim par la création de richesses et d'emplois. En 2014, elle a généré plus de 97 milliards de francs CFA contre 88 en 2010. Consolider les acquis de la filière et lui donner les moyens de soutenir davantage les économies nationales reste pour les gouvernements ouest-africains une priorité. Il est donc essentiel pour nous de créer une dynamique
et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Le CIBVAO, Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, est une initiative de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest et du projet West Africa Trade and Investment Hub de l'USAID. Au programme du salon ouvert mercredi et qui va durer 5 jours, des conférences, des rencontres B2B et des séances de dégustation gastronomique. Parlons éducation, les parents d'élèves ne se bousculent pas aux portes des écoles primaires et maternelles pour inscrire leurs enfants en âge d'aller à l'école. Pourtant, les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont bel et bien démarré depuis hier. Qu'est-ce qui explique ce manque d'engouement? Suivons ce reportage de Moussa Konaté et nous comprendrons. École primaire publique municipalité dans la commune d'Abobo. Une affluence timide ce jeudi, deuxième jour des inscriptions au CP1 et à la maternelle. Les parents traînent les pieds à inscrire leurs enfants. Jusqu'à ce jour, j'ai recruté 13 élèves. Bon, comme je n'ai pas encore ajouté les élèves de la maternelle, puisque j'ai un groupe d'élèves qui viennent de la maternelle. Si je les ajoute, jusqu'à ce jour, j'ai, je crois, 29 recrutés. Bon, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons l'information. Mais par habitude, les gens ne viennent pas très souvent. Les parents d'élèves ne se déplacent pas très souvent. L'information est passée plusieurs fois dans les mosquées, plusieurs fois dans les églises. À la maternelle de cet établissement, le constat est le même. Non, mon cahier est ouvert et c'est encore vide. J'ai les fiches de renseignement. J'attends les parents pour faire le travail. Attendre toujours la dernière minute pour inscrire son enfant à l'école. Une question d'habitude donc. Au groupe scolaire Williamsville-Labat à Adjamé, on sent une mobilisation des parents. Bon, c'est venu ici pour 2. Il y a un qui n'est pas arrivé. Il y a un qui est arrivé. Il était obligé d'inscrire l'autre. L'autre, on n'a pas partir ça à la maternelle. En tout cas, non, on ne nous a pas demandé de l'argent ni rien. Hier, nous avons recruté 89 élèves, tous gens confondus. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce jour, voilà, 6 enfin, donc nous sommes à 95. Une motivation des parents qui occasionne souvent des incompréhensions sur le processus de recrutement. Il y a des parents qui viennent, les enfants n'ont pas de jugement. Ils ne viennent pas avec l'enfant et ils demandent que l'enfant soit inscrit. Là, si on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas son âge, on ne peut pas le faire. Bon, maintenant, d'autres aussi viennent, les enfants ont 5 ans et ils demandent que l'enfant soit inscrit. On est obligé de les inscrire, de faire une liste pour ceux-là. Et maintenant, après, on met ça à l'appréciation de nos patrons. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré le 31 août pour s'achever le 9 septembre prochain. Seuls les enfants âgés de 6 à 9 ans sont concernés. À partir du 12 septembre prochain, les élèves du primaire ne se reposeront que les samedis et dimanches. Le mercredi n'est plus un jour de repos. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale, une décision diversement appréciée. Herman Yamia. Plus de repos les mercredis matins pour les élèves du primaire de Côte d'Ivoire à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. L'arrêté du ministre de l'Éducation nationale signé le 12 août 2016 portant modification de la semaine de travail dans l'enseignement primaire fait état d'un réaménagement dans les jours et horaires de cours. Selon l'arrêté du ministre Kandia Kamara, les élèves du cours préparatoire première année CP1 jusqu'à ceux du cours moyen première année CM1 auront dorénavant une demi-journée de travail les mercredis de 8h à 12h. Ainsi, la semaine de travail dans le primaire comprend désormais 5 jours. Et je pense que samedi et dimanche suffiront largement aux enfants pour se reposer. Et si le mercredi est instauré comme un jour d'école, c'est une très bonne mesure parce que ça permettra en plus au programme d'avancer un peu plus vite. Cette décision divise la population. Si certaines sont d'accord pour les 5 jours de cours, ce n'est pas le cas pour d'autres. Je pense qu'on doit garder l'ancien rythme parce que tout le monde est habitué à ça.
Je veux que les mercredis continuent. Les mercredis continuent. Parce que quand les enfants travaillent trop, ils ont problème de tête. Lundi au vendredi, si les enfants ne se reposent pas, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants trop chargés, là, ils ne peuvent pas étudier bien. En ce qui concerne les horaires de cours, ils sont de 8h à 12h le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi, excepté la classe du cours moyen deuxième année CM2, où les cours ont lieu de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi de 14h30 à 17h30. L'après-midi du mercredi pour les élèves du CM2 peut être réservé aux sessions de formation continue selon l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Le mercredi fait donc désormais partie des jours où élèves et enseignants du primaire se rendront en classe. Pourquoi? Cette décision est expliquée ici par la tutelle. Dans la droite ligne, n'est-ce pas, des réformes qu'il y a en cours, Madame le ministre a décidé, n'est-ce pas, que désormais il y ait cours, n'est-ce pas, les mercredis. Parce qu'il y a une question de quantum horaire. Au plan international, je dois rappeler qu'en 2011-2012, le quantum horaire en Côte d'Ivoire était de 675 heures. Cela était largement en deçà, n'est-ce pas, de la norme internationale qui oscillait entre 800 et 1100 heures, selon les normes, n'est-ce pas, de l'UNESCO. Donc nous voulons nous mettre aux normes de l'UNESCO, aux normes internationales. Alors cela nécessite qu'il faut atteindre, en tout cas avec cela, 960 heures, 990 heures. Et c'est ce qu'il faut faire pour que, n'est-ce pas, parce que le constat est que les programmes sont élaborés, mais avec l'ancienne formule, je dis l'ancienne formule, les enseignants avaient du mal à finir le programme. Et naturellement, cela jouait sur le programme. Sinon, les enfants sont évalués sur tout un programme, n'est-ce pas, d'une année scolaire. Il est évident que si le programme est empiété d'une partie, cela pourrait jouer sur les résultats. Alors, il faut que les enseignants désormais achèvent, n'est-ce pas, le programme avec les 900 pour être aux normes, n'est-ce pas, aux normes internationales, aux normes de l'UNESCO. Sachez que 2 cérémonies de passation de commandement ont eu lieu au nouveau camp d'Akwedo. La première a vu le transfert du commandement entre le lieutenant-colonel Ouattara Zoumana et le lieutenant-colonel Doumbia Brahima. Et au cours de la seconde, le chef d'escadron Pacom Alban a remplacé le lieutenant-colonel Yake Charles. Loin de chez nous, en Île-Maurice, le réseau des journalistes s'est réuni là-bas pour parler d'économie bleue. Plus de 50% de PIB de l'Afrique de l'Ouest dépend de la mer. La rencontre de Maurice devrait mettre l'accent sur le potentiel extraordinaire de l'économie bleue et le contexte fragile des pays insulaires. En clair, l'Afrique devrait trouver une vision commune pour faire face à l'érosion qui menace ses façades maritimes de l'Atlantique et de l'océan Indien. Le reportage de notre envoyé spécial Victorine Yaoyobwe en Île-Maurice. L'économie bleue, une manne encore ignorée des États insulaires et côtiers de l'Afrique. C'est en ces thèmes que la Banque mondiale a présenté cette nouvelle notion au réseau de journalistes réunis à l'île Maurice, en prélude à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique. Traditionnellement en Afrique, la mer constitue une richesse quand il s'agit de pêche ou de commerce maritime. Mais avec la réduction drastique des stocks de poissons, la piraterie maritime et l'érosion côtière qui ronge nos villes jour après jour, l'heure est venue pour l'Afrique de tirer d'autres profits des océans en créant des activités alternatives telles que l'aquaculture, le tourisme, la recherche et les énergies renouvelables maritimes. Les ressources que porte l'économie bleue pour l'Afrique sont énormes. L'Union africaine a déjà parlé de la vision 2063. Il y a aussi une stratégie maritime intégrée. Mais très important, c'est de voir ensemble quelles sont les politiques nationales, voire régionales et internationales, quels seront les modes de financement, quels seront les types d'instruments financiers, mais aussi les analyses techniques qu'on a besoin d'apporter de l'avant, les partenariats. Je pense que cette conférence à Maurice essaiera d'apporter ce genre de questions et de mettre certaines propositions à l'avant avant qu'on aille à la COP22
à Marrakech. Développer des idées novatrices et intégrer pour faire de l'économie bleue un moteur de croissance en Afrique, c'est ce qui est attendu de la conférence des ministres des 1er et 2 septembre à Maurice. La Côte d'Ivoire vient en tête en matière d'exportation d'huile de palme en Afrique. Elle veut faire plus, c'est-à-dire exporter à l'international. Pour le faire, il faut résoudre les difficultés que rencontrent les producteurs africains, européens, asiatiques et américains de la filière palmier à huile sont à Abidjan pour en parler justement lors de la 4e édition de la chaîne de valeur de cette huile. Le reportage de Francis Boifo. Il a 20 hectares de palmiers dans le département de Bonois au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Isaac Vanga a voulu augmenter la superficie de ses plantations. Ce petit planteur a vite changé d'avis, confronté au problème de la filière. Le petit planteur qui veut créer un hectare de plantation, il a besoin autour de 140 000 francs. Ce n'est pas bon du tout. Une tonne d'engrais, c'est autour de 200 et quelques mille, le planteur ne peut pas acheter, ce qui fait que nos rendements en plantation sont très faibles. Nous produisons 7 tonnes à l'hectare, alors que les agro-industriels qui ont plus d'argent, eux, ils tournent autour de 20 tonnes à l'hectare. Les prix sont très faibles, ça fait 47 francs le kilogramme de régime. Des difficultés, les petits producteurs et les industriels en rencontrent tous les jours en Afrique. Le secteur est tout nouveau au Libéria et beaucoup de jeunes voudraient se lancer dans le secteur palmier à huile, mais ils ne savent pas comment, par où commencer. On a le problème d'acquisition des terrains, on a le problème de profitabilité et aussi un problème d'environnement. Une conférence est organisée à Abidjan à l'initiative de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire et une agence internationale pour apporter des solutions aux préoccupations des acteurs. Il est aussi question d'échanger sur les problèmes liés à la transformation des régimes de palme. Le problème que la filière a, c'est le coût de transformation. Et donc cette conférence avec les Asiatiques va nous permettre de changer pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces coûts de transformation. À l'ouverture des travaux, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider sa place de premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le pays exporte plus d'un tiers de sa production, estimée à 420 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Il a l'ambition de conquérir le marché international et cela passe par des initiatives. Cette ambition s'est traduite par l'adhésion au processus de la table ronde sur l'huile de palme durable, en abrégé RSPO, pour répondre à un besoin urgent en huile de palme certifiée. Notre pays a également adhéré en 2015 à l'initiative Tropical Forest Alliance 2020 sur l'huile de palme en Afrique, dont le but est le développement responsable de l'huile de palme. L'huile de palme fait l'objet de campagnes de dénigrement. Des opérateurs estiment que sa qualité ne répond pas aux standards internationaux. Les participants à la conférence d'Abidjan vont réfléchir à la mise en place de stratégies pouvant mieux vendre cette huile à l'étranger. Sachez que des syndicalistes du milieu du transport urbain sont venus au Mans ce matin même dans la commune d'Adjamé, au cœur de la bagarre à l'occupation d'un espace réservé à un groupe. Fort heureusement, les choses se sont arrangées entre les syndicalistes. Le constat de Justine Sey-Duquet. Des échauffourées entre syndicats rivaux dans le secteur du transport urbain dans la commune d'Adjamé. Ils se seraient affrontés pour le non-respect des jours de travail affectés aux uns et aux autres. Au moment où nous arrivions sur les lieux, aux environs de 12 heures GMT, le calme était revenu. C'est les jeunes du quartier, ce n'est pas à Brema-Côté qui sont venus, que c'est leur quartier, à Djamé leur quartier, donc ils ne veulent pas voir quelqu'un travailler ici. Donc ils vont enlever tous les syndicats qui sont ici et eux-mêmes vont s'installer. Donc ceux aussi qui travaillent, excusez-moi, ceux qui travaillent ici aujourd'hui, puisque les jours sont, il y a un programme de travail, c'est établi par chaque groupe. Donc ceux qui devaient travailler aujourd'hui, quand ils ont vu que les gens sont venus pour prendre leur place, c'est eux qui sont sortis. Et puis bon, il y a eu, Dieu merci, il y a les collaborateurs qui sont venus un peu rapidement. Et puis bon, voilà, la situation s'est calmée. La présence dissuasive des forces de l'ordre a permis la reprise du trafic routier urbain.
Le maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezali, a été célébré par les populations de cette ville balnéaire du sud de la Côte d'Ivoire après avoir reçu le prix de l'excellence du meilleur élu local 2016. Et ce, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Cet hommage lui a été rendu pour le travail abattu dans la ville de Grand Bassam. Le reportage de Abou Sanogo. La ville de Grand Bassam honore et célèbre un cadre de sa cité, le maire Georges-Philippe Ezali, premier prix d'excellence du meilleur élu local depuis le 6 août dernier. Il a été primé par le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement et les actions menées au quotidien au profit des populations de Grand Bassam. Pour un monsieur qui se bat pour le développement, pour le défi de Grand Bassam, il faut le soutenir, il faut le féliciter, l'encourager pour que demain soit plus rayonnant. Parrain de cette cérémonie, hommage au meilleur élu local 2016, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué le travail de développement abattu par Georges-Philippe Ezali et son action à faire en sorte que la ville de Grand Bassam se remette de l'attaque terroriste du 13 mars dernier. Soyez fiers de ce prix qui vous a été remis par le chef de l'État devant toute la nation. La vision du président, c'est que si nous voulons progresser, nous devons faire comme toutes les grandes sociétés. Les sociétés qui progressent, c'est celles où on montre le meilleur. Et puis également, on montre le mauvais. Pour que justement le meilleur soit un exemple d'émulation pour tous. Georges-Philippe Ezali a lui traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Par ailleurs, il a décliné les enjeux futurs pour la cité balnéaire. Ce sont des moments qu'on garde dans nos actions de tous les jours pour demain faire encore un peu plus. Cela me donne la force de continuer à faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire travailler pour le développement des Grands Bassam. Les réhabilitations du centre culturel Jean-Baptiste Moki, la bibliothèque municipale, du rond-point central, de toutes les écoles primaires de la commune et la rénovation de toutes les artères de la commune sont entre autres quelques actions du meilleur élu local 2016. Le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, était chez Jean-Conan Mbani, cadre du PDCI et dépositaire de la philosophie oufouettiste. Amadou Soumaoro veut s'approprier de la pensée du président Houphouët-Boigny et aussi ses valeurs fondamentales qui vont aider à la construction du parti unifié, le RHDP. Émilie Touré, Sidonie Davila. C'est au domicile du sage Jean-Conan Mbani, ex-ministre de la Défense sous le président Félix Houphouët-Boigny, que la rencontre de la délégation du RHDP, conduite par son président, a eu lieu. Amadou Soumaoro et le dépositaire de la philosophie oufouettiste se sont longuement entretenus sur la vision du président Félix Houphouët-Boigny et sur certaines orientations en vue de la mise en œuvre d'un parti unifié. Houphouët n'a pas seulement dit que le dialogue était l'arme des forts. Il a pratiqué ce dialogue-là à l'intérieur de son parti. Et si nous voulons recréer ce parti unifié, eh bien, il faut que nous établissions entre nous un dialogue franc et sincère. C'est à cette seule condition que nous pourrons apporter notre contribution à la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Après de longs moments d'échange, le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Amadou Soumaoro, dit avoir beaucoup appris du sage, ce père et ce repère. Le président Houphouët-Boigny était un homme de paix et aussi il était un vrai républicain. Un républicain pour lequel l'ethnie, la religion et la région n'intervenaient pas. Je suis convaincu qu'au regard de l'enjeu de la construction de ce parti unifié, si je ne viens pas auprès de ces repères, il me sera difficile de réussir ma mission. Dans le cadre de la mise en place d'un parti unifié, la direction du RHDP accorde une grande importance au soutien de ces sages qu'elle considère comme les dépositaires de toute la philosophie des oufouettistes.
Hors de chez nous, l'élection présidentielle au Gabon a pris un tour dramatique dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Libreville, la capitale, le quartier général de campagne du candidat de l'opposition Jean Ping qui revendiquait la victoire depuis plusieurs jours déjà a été pris d'assaut par des bérets verts de la garde républicaine. Le Kambongo, proclamé vainqueur, refuse un recomptage des voix bureau par bureau comme le demande avec insistance la communauté internationale. Les affrontements qui se succèdent auraient fait au moins 3 morts. Les réseaux sociaux sont partiellement bloqués et il y aurait au moins 1100 arrestations. Le gouvernement du nouveau président du Brésil, Michel Temer, a rappelé hier pour consultation son ambassadeur à Caracas, en Bolivie et en Équateur, après la décision du Venezuela de geler les relations diplomatiques pour protester contre la destitution de Dilma Rousseff. La Bolivie et l'Équateur ont aussi durement critiqué la destitution de la dirigeante de gauche. Le récit de Sylvie Touré. Un séisme politique avec des répliques par endroits en Amérique latine. La destitution de Dilma Rousseff n'aura pas que secoué le Brésil. Elle a débouché sur une crise diplomatique avec les principaux voisins. Nous allons revoir tous les aspects de notre relation bilatérale et nous prendrons des décisions sur chacun des aspects en fonction de notre position face à ce que nous avons défini comme un coup d'État au Brésil. Nous n'allons pas abandonner le peuple brésilien. C'est pour cela que j'ai immédiatement ordonné le retrait définitif de l'ambassadeur du Venezuela au Brésil et la révision de toutes les relations politiques et diplomatiques avec le Brésil. Venezuela, Équateur, mais aussi Cuba et Bolivie. Tous dénoncent la destitution de la présidente élue. Dilma Rousseff, pour sa part, affiche sa détermination des premiers jours. Dans son adresse à ses partisans, elle s'est engagée à continuer la bataille. Ils pensent qu'ils nous ont vaincus, mais ils se trompent. Je sais que nous allons lutter. Il y aura contre eux la plus ferme, infatigable opposition qu'un gouvernement putschiste puisse avoir. Premier acte de cette résistance, l'appel interjeté ce jeudi. Dilma Rousseff a saisi la Cour suprême pour exiger un nouveau procès et l'annulation de la sentence. Son ancien vice-président lui s'est déjà confortablement installé dans le fauteuil de président après 4 mois d'intérim. Michel Temer a prêté serment ce mercredi avant de s'envoler pour le sommet du G20 en Chine, laissant derrière lui un pays embrasé par ses partisans et ceux de sa désormais rivale. Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, est poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête en cours sur le mondial de football 2006, selon un communiqué publié aujourd'hui même par le ministère public de la Confédération à Berne. Beckenbauer, oui, ce nom me fatigue, mais je vais y arriver, fait partie d'un groupe de 4 individus, tous membres de la présidence du comité d'organisation du Mondial 2006 et qui sont poursuivis par la justice suisse dans cette affaire. Retour en Côte d'Ivoire pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire et des Lion Stars de la Sierra Leone qui sont arrivés aujourd'hui à Bouaké. Les 2 équipes vont s'affronter le 3 septembre prochain dans cette ville du centre du pays lors de la dernière journée de la qualification pour la CAN 2017 au Gabon. Soro Corona, Kader Sogodogo. 6e journée des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Les éléphants de Côte d'Ivoire croisent à le fer avec les Sierra-Léonais au stade de la paix de Bouaké ce samedi 3 septembre. Yao Kwasi Gervinho et ses coéquipiers ont foulé le sol de Bouaké ce jeudi 1er septembre un peu avant 12 h. Les Pachidem sont prêts pour arracher leur ticket. Pour cela, ils veulent compter sur une mobilisation du public de Bouaké. C'est le match le plus important de la qualification. Nous sommes premiers, mais je pense qu'il faut gagner pour assurer la première place. Nous sommes sereins, je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend. On a des joueurs qui sont motivés, on a des jeunes joueurs qui ont envie de jouer. On a un public qui va nous soutenir. À l'aéroport international de Bouaké, les supporters sont venus dire aux éléphants qu'ils seront le 12e homme ce samedi. L'entraîneur Michel Dussueur
quant à lui, affiche une sérénité malgré quelques absences. On a très à cœur d'aller défendre le titre là-bas au Gabon, donc il s'agit d'être bien déterminé, bien concentré sur notre sujet pour passer cet écueil sierra-léonais. À l'exception de Serge Aurier blessé et de Lamine Koné, donc à part ces 2 joueurs-là, tout le monde est là. Les Sierra-Léonais, adversaires des éléphants, sont également arrivés à Bouaké en fin d'après-midi. Ils ne sont pas venus en victimes résignées. Les Lion Stars ont contraint les éléphants au nul au Libéria. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 3 septembre au Stade de la Paix, où les champions d'Afrique en titre jouent leur qualification pour le Gabon. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.